Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Café. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine une nouvelle fois derrière le micro. La semaine dernière, j'ai tenté un épisode filmé, vous l'avez peut-être vu, la version est sur YouTube, ce qui explique aussi une différence au niveau du son. Je suis pas hyper satisfaite de ce que ça peut donner en format audio uniquement, mais je pense que ça peut être aussi sympa d'avoir quand même les deux, donc je vais trouver des solutions pour améliorer le son. Autre nouvelle concernant le petit souci technique que j'ai rencontré ces derniers temps avec le changement de plateforme notamment, je vous en ai parlé dans plusieurs épisodes, ça y est, c'est réglé, je suis très contente, ça a pris un petit peu de temps, ça bloquait chez Apple Podcast. Donc si vous avez l'habitude d'écouter le podcast sur cette plateforme-là, c'est bon, tous les épisodes sont à nouveau en ligne. J'ai tout qui est revenu comme d'habitude, donc je suis très contente. On peut enfin fermer ce dossier, ça a été un petit peu long parce que communiquer avec le service client d'Apple Podcast, c'est pas évident. On n'a pas des réponses qui sont immédiates, c'est un service qui est international, du coup voilà, ça prend un petit peu de temps, mais on y est arrivé, donc j'en suis très contente, merci encore pour votre patience. Et cette semaine du coup, écoutez, j'ai passé une plutôt bonne semaine, toujours les émotions un petit peu à vif, mais globalement plutôt bien parce que j'essaye vraiment de me concentrer sur le positif et vraiment d'arriver à ne pas me laisser envahir par tout ce qui peut être émotion un petit peu plus négative, et quand je sens que j'ai besoin de pleurer, je pleure. Je me laisse aller et ça fait du bien. On va dire que c'est pas très difficile pour moi, j'ai la larme très facile, mais voilà, ça me soulage, donc je pense que c'est important de s'écouter dans ces moments-là. Rien à voir avec tout ça, mais je voulais vous parler cette semaine, je sais pas si c'est une recommandation, d'ailleurs c'est un épisode que j'aimerais bien faire, dites-moi si ça peut vous intéresser. Il y a quelques temps, j'ai pensé à mettre en place un petit peu une initiative, c'est vraiment à mon échelle, c'est micro, pour récupérer un petit peu d'eau potable en fait, au lieu que ça parte directement dans le robinet. Et je vous avais prévenu, ça n'a rien à voir avec les émotions ou quoi que ce soit, c'est vraiment une partie écologique, mais je tenais à vous en parler. Quand par exemple on lave une salade, ou alors quand je lave ma machine à café, il n'y a que de l'eau et du marc qui en soi est très bon pour les plantes, et en fait j'ai gardé mon petit arrosoir d'intérieur, et à chaque fois que j'ai de l'eau propre, c'est-à-dire où il n'y a pas eu de savon ou de liquide vaisselle ou je ne sais quoi, je garde cette eau en fait, je la mets dans ce petit arrosoir et je m'en resserre pour les plantes. Ça paraît peut-être tout bête et peut-être que c'est quelque chose que beaucoup de personnes font, mais je sais pas pourquoi j'y avais jamais vraiment pensé, et forcément avec l'été qu'on a passé, c'est des questions qu'on a un petit peu plus en tête, même pas forcément que par rapport à cet été, d'une manière générale. Et je m'étais dit, au lieu de jeter justement toute cette eau dans le robinet, c'est une sorte de gâchis, comment est-ce que je peux la récupérer? Du coup, j'ai mis tout ça en place depuis une petite semaine à peu près, et ça fonctionne super bien, j'en suis très contente. À chaque fois j'y pense, je me dis eau propre, verse, et mes plantes sont ravies aussi. D'ailleurs, si vous avez une machine à café à grains, vous pouvez réutiliser le marc de café comme alors, je sais pas si c'est engrais, j'arrive pas à retrouver le terme depuis tout à l'heure, j'y réfléchis. C'est pas de l'engrais, c'est pas du fertilisant, je ne sais quoi, mais en gros ça booste les plantes, c'est plutôt bon pour les plantes, style terreau, vous voyez, à mélanger un petit peu à la terre. C'est très bien aussi pour faire des gommages du corps, du visage, etc. Ça laisse un fini un petit peu gras, mais dans le sens hydraté, pas dans le sens gras ça colle. Et voilà, c'est plutôt bien. C'était mes deux petites astuces écologie de cette semaine. Dites-moi si ça peut vous intéresser, un épisode où justement je vous demande sur les réseaux sociaux toutes vos petites astuces que vous appliquez au quotidien qui peuvent aider à notre échelle d'un point de vue écologique aussi, comme là par exemple éviter de gâcher de l'eau propre, ou au niveau, je sais pas, des déchets. Et ça peut être sympa, je pense, de faire un segment où je vous partage justement toutes ces petites actions, et je pense que c'est en mettant chacun un petit peu notre pierre à l'édifice qu'on arrive à changer entre guillemets ou améliorer le monde, ou du moins notre manière de penser vis-à-vis de ça, parce que c'est un sujet c'est une actualité, on va dire. Donc voilà, peut-être que ça peut aussi nous rassurer de savoir que bien sûr il y a plein de choses qu'on contrôle pas dans ce sujet-là, et en même temps on est bien avec notre conscience, dans le sens où on aide et on participe à notre façon. Et dites-moi si ça peut vous intéresser, vous pouvez m'envoyer un message, je vous ferai peut-être aussi un sondage sur Instagram, et en fonction je vous organiserai tout ça.
J'avais pas du tout cette semaine prévu de refaire une foire aux questions. Comme vous savez, j'en fais tous les 3, 4, voire 5 épisodes à peu près. Et là, en fait, ça s'est un petit peu imposé à moi cette semaine, puisque j'ai eu une sorte de déclic. C'était vendredi dernier. Comme quoi, j'ai toujours des petits blocages liés à mon passé, les violences conjugales. Et je vous ai mis une boîte à questions pour savoir si, justement, vous aviez des questions au sujet de cette histoire-là. Peut-être que ça peut en aider certains. Pour moi, d'en parler, c'est une sorte de thérapie. Je suis jamais très à l'aise de le faire dans le sens où, et je sais que ça peut paraître un peu pas bête parce que c'est mon vécu, mais j'ai toujours peur, en fait, parfois, de la personne en particulier, et j'ai un peu honte de le dire. Mais oui, c'est le cas. C'est jamais évident d'en parler, et en même temps, je pense que c'est comme ça aussi que moi, j'arrive à avancer, et c'est une façon aussi de me dire si ça peut aider quelqu'un, bah je le fais. Globalement, les questions sont assez... c'est un espèce de fil conducteur, de façon totalement involontaire, hein, puisque bah vous savez pas qui pose des questions. Mais en gros, ça reprend un petit peu le début, ce qui a pu se passer, les premiers signes, etc. Et ensuite, le comment j'ai pu m'en sortir, et notamment quelques questions liées aux animaux. Voilà. C'est un sujet que je vais aborder aussi de façon un petit peu plus approfondie, en parlant de thèmes bien précis, mais... j'ai un petit peu du mal à me lancer en fait sur ce thème-là, mais il faudrait que je le fasse parce qu'encore une fois je sais que ça va me faire du bien. De la même façon, ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire par rapport à tout ça. Ça fait très longtemps, même plusieurs années, et j'ai jamais vraiment réussi à passer le pas. Donc bon, on va déjà commencer par là et on verra où ça nous mène. Je vais pas vous partager les pseudos parce que je sais pas si les personnes qui ont posé les questions ont envie que je le fasse, donc dans le doute, je ne le fais pas. Du coup, la première question est: que s'est-il passé? Alors, que s'est-il passé? Et je vais d'ailleurs en fait la rassembler avec une deuxième question qui est: quel a été le premier coup / la première violence? Je savais pas trop par laquelle commencer, et au final elles se réunissent un petit peu. Dans les grandes lignes, j'ai été avec quelqu'un pendant 4 ans. Ça a été une relation qui a été pas facile, on va dire, mais j'ai pas forcément tout réalisé sur le moment. C'est après coup qu'il y a beaucoup de choses en fait dont j'ai pris conscience, que je pensais être entre guillemets normal, parce que même si j'ai un schéma très sain en fait avec mes parents, on sait jamais vraiment, parce que c'était ma première vraie relation, la première personne avec qui j'ai habité, on sait jamais vraiment comment ça c'est censé se passer dans l'intimité, même quand toutes les portes sont fermées. Du coup, je me suis laissée un petit peu embarquer dans cette relation au départ, et je pense que, je sais pas si c'est de la naïveté, une certaine innocence, mon envie plutôt de faire les choses bien pour pas créer de vagues, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est beaucoup manifesté, et il s'en est un petit peu servi pour manipuler mon monde, moi et tous les gens autour de lui d'ailleurs. Mais en gros, j'ai commencé du coup cette relation, et puis progressivement, la première forme de violence qui a commencé, c'est la violence psychologique. C'était des mots, c'était des façons de me parler, c'était des situations un petit peu bizarres dans lesquelles on se retrouvait, qui sont encore une fois pas très saines. Et c'est quelqu'un d'intelligent, et en fait, il arrivait à se sortir un petit peu de chaque situation et me prouver par A plus B en allant vraiment dans des extrêmes pour montrer justement... sa façon, comment il pouvait justifier les choses, tel événement, bref. Et du coup, il arrivait toujours à me convaincre en fait que, c'est pas lui qui avait tort, mais c'était les autres forcément. Et ça a pris de plus en plus de place. Je pense que je me suis renfermée un peu dans une espèce de bulle aussi, parce que c'est souvent ce qui se passe, hein. On est un peu pris dans un monde où en fait on se rend pas forcément compte de ce qui se passe à l'extérieur. La violence psychologique, c'était aussi beaucoup d'humiliation, beaucoup de remarques. Si je faisais quelque chose, ça n'allait pas. Si je faisais rien, ça n'allait pas non plus. J'étais jamais en fait dans le bon. Du coup, j'étais un peu dans ce stress permanent. En plus de ça, s'ajoutait l'extérieur. Il avait une meilleure expérience que moi dans certains domaines, notamment tout ce qui était professionnel. Et du coup, il me guidait pas mal. Mais le problème, c'est que il me présentait en fait... Si vous voulez, au bout d'un certain temps, j'avais l'impression que le monde extérieur était devenu un peu un enfer, que tout le monde voulait un peu mon mal, notre mal, si ce n'est ma mort, mais le banquier, le comptable, je ne sais quoi. Et en fait, ça nous met dans une méfiance permanente, une espèce de peur permanente qui est insupportable, et la seule personne qui peut nous sauver, c'est lui.
En gros, c'est un peu ça. Mais même auprès de lui, on fait pas les choses bien. Du coup, il faut constamment, en fait, qu'on essaye d'être à la hauteur, etc. Et c'est épuisant. Et souvent, ce type de personnes vont vers des personnalités aussi assez marquées, des gens qui sont très dans l'empathie, justement, qui font preuve de tolérance, qui ont un fort caractère pour qu'il y ait quand même un peu de challenge, mais en même temps, quelqu'un qui peut aussi facilement tomber dans un piège parce que cette personne manque un petit peu de confiance en elle. Et je pense que je rentre un petit peu dans toutes ces cases-là. Du coup, voilà, ça a pris un petit peu le dessus sur tout, et ensuite s'est installé progressivement aussi, je dirais, tout ce qui est violence sexuelle, où en gros, ce que je pouvais faire n'allait pas bien, et après ça a été... il s'est passé 2-3 événements, et ça, le chantage, entre guillemets, un petit peu a pris le dessus, et on finit par faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et ça finit par devenir un petit peu un devoir conjugal, et on se transforme en objet sexuel, mais c'est fait de façon très, entre guillemets, fluide, et donc on s'en rend pas forcément compte. C'est très progressif. Et puis c'est un coup, on est la pire personne sur Terre, et puis quand il sent qu'on commence à réagir, en fait, il revient dans l'extrême inverse, où mais non, mais tu sais que je ne veux que ton bien, jamais personne ne t'aimera comme je t'aime. Et donc en fait, ça nous réconforte dans l'idée de se dire, oui, on est dans cette... on est protégé par cette personne, parce qu'encore une fois, l'extérieur, c'est l'enfer, et on n'a pas d'autre choix que de rester avec cette personne. C'est un peu une course perpétuelle, en fait, vers un but qui est complètement inatteignable, vers une espèce de pseudo-perfection, où en fait, il nous positionne, enfin en tout cas moi, il me positionnait constamment dans une situation où, comme je disais, c'était jamais assez bien, mais que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit financier, que ce soit au niveau de la jante féminine aussi. Tous les hommes voulaient mon mal, toutes les femmes voulaient voler mon mec. Et donc en fait, on est... c'est ça, toujours dans cette espèce de crainte, et on tient à rester au top niveau, entre guillemets, pour garder notre place sur tous les domaines. Donc on dit oui à tout et n'importe quoi, et on tombe un peu dans ce piège, et encore une fois, c'est vraiment une sorte d'emprise, donc notre sens commun ne fonctionne plus. On sait pas... Je dis on parce que je suis très protectrice de la personne que j'étais avant. Je pense que je suis plus cette personne-là. Et en même temps, elle fait partie un peu de moi. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit un blocage, et je m'en étais jamais vraiment rendu compte jusqu'à maintenant. Où j'ai du mal à dire je. Je pense que ça me rassure de m'associer à un type de victime. Je sais pas, je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense que c'est une façon de me protéger et pas de dire je, parce que... j'ai l'impression de me reprendre un petit peu tout en pleine face. Mais voilà, je dis on parce que je pense à cette personne-là, que j'ai très peur qu'on juge, parce que à ce moment-là, je n'étais pas en mesure de réfléchir de façon rationnelle, de façon logique. Oui, il y a certaines de mes réactions que je peux avoir du mal à comprendre, pas forcément analyser, parce que j'ai analysé pas mal de trucs, et j'essaie d'être assez en paix avec certaines choses, par exemple, auxquelles j'ai pu dire oui, ou alors les choses que j'ai acceptées, que j'ai laissé passer, etc. Mais ouais, c'est pas évident comme situation. Je pense que c'est quelque chose qui prend du temps aussi pour accepter de dire vraiment le je, et ça fait partie des petits blocages dont je parlais tout à l'heure, où j'ai un petit peu de mal à passer au-delà de certaines choses. Mais donc en gros, pour revenir à la question, c'était principalement du coup des violences psychologiques, où on est enfermé vraiment dans une bulle, avec de la manipulation, de l'humiliation quotidienne, et c'est une sorte d'accumulation, parce que c'est pour ça que ça rend très difficile en fait le fait d'en parler à d'autres gens, parce que ça va être une petite action un jour qui nous fait très mal, parce qu'en fait il y a toutes les autres avant, sauf que quand on parle que de cette action à un proche ou une amie, la personne en face, et ça peut s'entendre, encore une fois, je me doute que c'est une position qui est pas simple non plus, la personne en face dit oui, c'était entre guillemets juste ça, minimise un petit peu cette situation, sauf que nous c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, et parfois c'est des petits événements, ou des remarques, ou des mots, ou des actions qui font qu'on n'a pas forcément conscience, sauf qu'en fait on prend sur nous constamment, et à la fin ça nous détruit. Enfin, moi je pense que j'ai été détruite sur tous les plans. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mais ouais, j'ai eu de grosses phobies administratives. D'un point de vue sexuel, ça a été compliqué aussi, sauf que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ça m'a pris plusieurs années de l'accepter, de le comprendre, de le réaliser aussi.
d'un point de vue social, et même je dirais que les premières années, mais là je m'emballe un peu sur les questions, ont été... En fait, le but principal, c'était juste de survivre. Et ensuite, réapprendre à exister, et après, on prend conscience d'encore plein de choses, ce qui fait que ça rend toute cette guérison un petit peu compliquée. Mais je m'étale, donc violence psychologique et sexuelle pour ma part. Un jour, il a fait semblant, je sais pas, bref, de me taper, où en fait sa main est arrivée à 2 cm de ma tête et il s'est arrêté en me disant que j'avais de la chance qu'il ne soit pas violent. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez de cette phrase. Mais en gros, c'est ce qu'il s'est passé. Et peut-être que je donne l'impression, je sais pas, en tout cas c'est comme ça que j'analyse le truc, d'en parler de façon un petit peu détachée, puisque je pense que ça m'aide à ne pas tomber dans l'extrême de je ne fais que pleurer, comme je disais, puisque j'ai cette larme facile. Comme c'est un podcast aussi, d'avoir le ton qui reste un minimum enjoué, on va dire. Mais oui, c'est aussi un des problèmes que j'ai, et j'en parlais à ma sœur qui est psychologue, c'est que j'ai parfois tendance à minimiser un petit peu ce qui s'est passé, en me disant oh, c'était pas si grave, alors que si si c'est grave, viol conjugal c'est grave, la violence psychologique c'est grave. Et je sais qu'en partant de cette relation, je me suis sauvé la vie d'une manière ou d'une autre. Je pense que j'aurais fini par mourir, maladie ou j'en sais rien, ou alors je me serais donné la mort, ou lui, ou je sais pas, mais je sais profondément que je me suis sauvé la vie. Question après, c'est 3 questions en une en fait. Est-ce que ça a été difficile de partir? Comment tu as fait? Quel a été ton déclic pour sortir enfin de cette relation? Et comment tu as réussi à t'en sortir? Alors, ça a été difficile, oui, mais je pense que j'étais tellement anesthésiée en fait à la douleur quotidienne que, avec le recul, en fait, c'était très dur, mais c'était pas le pire. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, les mois qui ont précédé, j'habitais à Paris, on habitait ensemble, et je pense que c'était les pires mois de ma vie. J'étais dans un mal-être profond, dont j'avais plus ou moins conscience, et je travaillais à ce moment-là à mi-temps chez Zara, je me rappelle, à Paris. J'avais lancé un site e-commerce en parallèle de ça, et le temps que ça marche, que j'arrive à me payer un petit peu, j'avais trouvé ce petit job. Et je me rappelle très bien, un soir, en rentrant du travail justement, je prépare une salade. Avec le recul, c'est pas très écologique pour le coup, puisque c'était une salade de tomates, on était en mois de février, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et j'avais un sachet de mozzarella. Je me rappelle de ce moment comme si je le revivais. J'avais ce sachet de mozzarella et j'ai voulu l'ouvrir, sauf que j'ai pris un couteau. Le couteau a glissé et je ne sais pas comment, mais bref, je me suis complètement ouvert le doigt, l'index de la main gauche. Je suis désolée pour ceux qui sont un peu sensibles, mais mon doigt... la coupure était très profonde et du coup, l'ongle partait un peu en avant, quoi. Et ça s'est mis à saigner, etc. Et en fait, je l'ai tout de suite appelé. Je réagissais pas trop, j'avais pas très mal. On est allé à l'hôpital, j'ai été soignée, et la raison pour laquelle j'avais pas forcément mal, c'est parce que j'ai des nerfs qui avaient été sectionnés. Donc en fait, j'avais plus de sensations. Le lendemain, j'ai été opérée. Il y a eu toute une rééducation, etc. Et j'ai été mise en arrêt, justement, de mon travail chez Zara. Je suis retournée sur Lyon pendant 2 semaines, quelque chose comme ça. Et c'est l'ensemble de ces réactions. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'était les membres de ma famille. Leur réaction m'a vraiment mis la puce à l'oreille sur le fait que, non, c'était pas normal. J'ai gardé un petit peu ça dans un coin de ma tête, j'ai pas mal réfléchi. Je suis restée ensuite 1 mois à essayer de me dire peut-être que je peux l'aider justement à travailler les lacunes sur le côté humain notamment qu'il peut avoir, le côté psychologique aussi. Et pendant 1 mois, voilà, ça a été un petit peu cette mission, mais c'était aussi une espèce de prise de conscience un peu dans le temps. J'ai vu ensuite des amis de longue date, enfin surtout un ami qui, pareil, a eu cette même réaction, et il y a eu 2-3 événements dont j'ai pas forcément envie de parler dans l'immédiat, qui, sachant que j'avais commencé déjà à prendre conscience de la situation, m'ont encore plus éclairée en me disant non, là, ça va pas, ça va trop loin. Et j'ai décidé, après une après-midi à discuter avec ma famille, de partir. Je partais, je pense, en sachant peut-être que 30% de ce qui avait pu se passer en général. Et j'avais pris cette décision, et oui, ça a été dur parce que il faut l'affronter. Je ne savais pas dans quel état d'esprit il allait être quand j'allais lui en parler.
Je m'attendais à tout, j'allais un peu en combat, entre guillemets. Et ça a été difficile et en même temps, je pense que ma plus grande réussite, ça a été de ne jamais craquer. Cette deuxième fois, puisque on s'était séparés ou c'était un break, je sais pas trop, bref, pendant 1 mois, 1 an et demi en amont et je suis retournée avec lui. Mais là, j'ai pas craqué, j'ai pas cédé et malgré les réactions que je pouvais avoir, je pense que dans ces cas-là, il tente un peu tout, le fait d'impressionner, le fait de passer un petit peu pour le petit chien battu, etc. Jouer un petit peu sur tous les types d'émotions. Et j'ai tenu, et je pense que c'est ma plus grande fierté. Même toutes ces sollicitations après, j'ai jamais craqué, et il y en a eu. Un peu bizarre d'ailleurs aussi. Sauf qu'après, en fait, comme j'ai tout arrêté ce que je faisais sur Paris au niveau professionnel, personnel, je suis rentrée sur Lyon. J'ai vu une amie de ma mère qui bossait dans le recrutement pour voir un peu vers quoi je pouvais me réorienter. Et en fait, cette personne, moi j'en avais pas conscience encore une fois de tout ce qui pouvait se passer ou de ce que j'avais pu vivre, s'est tout de suite arrêtée en me disant « Attends, mais on va pas aller plus loin » puisque je lui parlais de mon parcours. Elle me dit « Je pense qu'il faudrait que tu consultes, que tu vois quelqu'un. » Et ensuite tu me rappelles. Et là-dessus, blackout, amnésie entre guillemets, pendant 6 mois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me souviens de ce moment-là, et je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite pendant les 6 mois qui ont suivi. Un des seuls trucs dont je me souviens, c'est qu'elle m'a parlé du nom d'un livre justement qui parlait de pervers narcissiques et qu'elle avait très bien identifié d'ailleurs. Et après, je sais pas ce qui s'est passé pendant 6 mois, je pense que c'est dans ces cas-là, c'est un peu une amnésie traumatique aussi, je pense. Je me rappelle juste avoir été dans un espèce de malaise, dans un mal-être très très difficile et dans une solitude aussi un petit peu extrême puisque autour de moi, personne en fait n'était en mesure de comprendre, et ça je le conçois tout à fait. Je ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas comprendre puisque c'est quelque chose que je ne souhaite à personne et je pense qu'on ne comprend que si on le vit, comme beaucoup de choses d'ailleurs, mais c'est compliqué et puis moi-même je n'étais pas consciente de plein de choses. Je vivais encore vraiment comme un robot sur plein de domaines, un robot très angoissé mais un robot quand même. Et ouais, je pense que mon esprit a cherché à me protéger, donc à la fois oui, c'était difficile de partir, mais ça n'a pas été le plus difficile. Pour moi en tout cas. Il n'y a pas eu des moments simples, la récupération de mes affaires, etc. C'est pas des moments très agréables, qui sont très stressants aussi, mais pour moi en tout cas, ça n'a pas été le pire. Je relis les questions, je revois la question quel a été ton déclic pour sortir enfin de cette relation. Et en fait, aux questions pourquoi es-tu restée et comment as-tu fait pour partir, la réponse est la même, pour moi en tout cas, c'est instinct de survie. Et quand on réfléchit en fait un petit peu à tout ça, on se dit ok, pendant toute cette relation, j'ai été confrontée à des choix. Au choix de quand je voyais un message très inapproprié d'une femme autre que moi, je voyais cette information et j'avais 2 choix. C'est soit je le confrontais, mais je m'embarquais dans un truc, je vous explique même pas, et c'était hyper douloureux, soit j'encaissais et c'était douloureux, mais pas aussi douloureux que le fait de l'affronter. Et je l'ai fait, j'ai fait les 2. Comme pour moi, partir voulait dire mourir, parce qu'encore une fois, dehors, c'était l'enfer. Quand j'étais encore dans cet état d'esprit très vulnérable et très sous emprise, je me disais, mais je vais mourir si je pars. Du coup, instinct de survie, choix à faire, est-ce qu'on préfère mourir tout de suite en extérieur toute seule, ou alors, avec le temps, peut-être mourir à petit feu, mais espérer vivre encore quelques temps. Le choix, il a été de... Voilà, l'espoir fait vivre entre guillemets, donc je préférais rester dans cette situation, quitte à souffrir aussi de tout ça. Et quand j'ai commencé à avoir ces prises de conscience, pareil, j'ai été confrontée à un choix, et ça a été assez clair dans ma tête, en me disant, je reste avec lui, je meurs parce que c'est dangereux. Je pars, je sais pas ce qui va m'arriver, peut-être que je vais mourir, mais peut-être aussi que j'ai une chance d'avancer. Toujours instinct de survie, je suis allée vers... là où il y avait le plus d'espoir, là où la solution qui faisait la moins mal, et j'ai réussi à sortir. C'est pour ça que pour moi c'est une notion qui est très importante et c'est un terme qui est très important, et je pense que ça explique beaucoup de choses, beaucoup de décisions parfois pas très, comme je disais, rationnelles ou logiques. En fait, on préfère rester parce que l'extérieur fait tellement peur qu'on préfère avoir peur, mais en étant avec quelqu'un qui soi-disant est là pour nous protéger. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça m'a permis d'avoir mon esprit, ma façon de voir les choses a switché et mon instinct de survie en fait a changé de camp dans un sens.
Donc voilà, je dirais que ça a été mon déclic, mais la chose qui m'a sauvée, je dirais, pour moi, c'est ce doigt que je me suis coupé. J'ai pas récupéré toute ma sensibilité d'ailleurs, et quand j'ai pas mal d'émotions, il y a des moments où ça me fait mal, et je pense que c'est aussi... c'est corporel quoi, je sais pas comment expliquer, c'est les nerfs qui se... rebranche, j'y connais rien, mais bref, vous avez compris quoi, c'est le système qui se refait, puisque je crois que c'est 1 millimètre tous les ans, ou je dis peut-être une bêtise monumentale, mais je sais que c'est très long, c'est 1 millimètre tous les X, donc vous regarderez si ça vous intéresse, mais c'est long et ça peut faire mal, un peu comme des décharges, plusieurs fois, voilà, dans des moments pas très simples, ce doigt me fait mal, mais je dirais que c'est lui qui m'a aidée en fait. Enfin, en me coupant, je suis allée à Lyon, j'ai réalisé des choses et ensuite je suis partie. Une question après, c'est comment les chiens sont-ils arrivés dans ta vie avant, après et pendant la relation ? Les chiens ont toujours fait partie de ma vie, j'ai toujours été très animaux en général et ma famille aussi. Du coup, depuis toujours, on a eu des chiens. Ils sont arrivés dans ma vie depuis ma naissance en fait. C'est un aspect qui a toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais petite, j'ai eu des lapins, j'ai eu des cochons d'Inde. On a eu un chien, ma tante aussi. On a toujours été au contact des animaux. Je montais à cheval, etc. Et ensuite, pendant ma relation, on a perdu notre ancien chien d'enfance, on va dire, en 2013, et pas trop longtemps après, on a eu notre chienne Noah. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, c'est un labradoodle. Et on l'a récupéré donc en décembre 2013. Donc j'ai toujours eu des chiens à proximité, sauf quand j'habitais à Paris, et j'ai habité environ une grosse année et demie entre ma première année à Paris et ma deuxième année à Paris pendant cette relation-là. Donc en fait, j'avais pas trop accès aux chiens et aux animaux. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé après, puisque je me suis rendu compte de l'importance thérapeutique que les chiens pouvaient avoir sur moi, le rôle qu'ils pouvaient jouer et en quoi ils m'aidaient vraiment. Et je dirais que là où il y a vraiment eu une espèce de transformation, ça a été après. Puisque quand je vous parlais là justement après ma rupture, les 6 mois, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'étais retournée habiter chez mes parents. Je sais que je passais énormément de temps avec Noah, justement, notre chienne de famille. C'est une chienne, on se ressemble pas mal au final parce qu'elle manque un petit peu de confiance en elle. Elle demandait à apprendre plein de choses et avait envie de nous faire plaisir, etc. Mais manquait justement de confiance en elle. C'était un petit peu complètement mon cas d'ailleurs aussi. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Je me suis beaucoup attardée sur tout ce qui était la communication gestuelle, l'importance du regard avec le chien, les interactions qu'on peut avoir aussi bien dans le jeu, dans la dépense, que même dans le calme. Je lui apprenais des petits trucs et en voyant qu'elle y arrivait, ça me boostait en confiance en moi. Je lui montrais que j'étais fière d'elle aussi et du coup, elle, ça l'a boosté en confiance en elle aussi. Et en fait, on s'est vraiment tiré vers le haut pendant justement tout ce temps-là et ça m'a aidée vraiment. C'était un peu mon pilier puisque j'arrivais pas à parler, j'étais pas en mesure de parler du reste, même si j'étais très très mal dans ma tête. Pour vous dire, j'avais tellement en permanence des pensées noires que j'étais obligée, si je voulais arriver à fonctionner un petit peu normalement, d'avoir toujours quelque chose en fond pour m'occuper un peu l'inconscient, pour pas qu'il parte dans des pensées noires. Donc je pouvais pas m'endormir sans quelque chose en fond, je pouvais pas rester dans le silence, etc. Et les seuls moments où j'arrivais, c'était quand j'étais avec elle justement. Donc j'ai ressenti ce bienfait et j'ai aussi découvert du coup l'importance du relationnel et de l'émotionnel avec le chien. Avec le recul, je pense que les angoisses que je pouvais avoir sur le moment, qui étaient encore internes à ce moment-là, donc j'en avais pas trop conscience, j'ai dû lui en transmettre, puisque c'est une chienne qui est quand même pas hyper détendue, qui est un petit peu anxieuse aussi par moments, et j'ai sûrement une part de responsabilité là-dedans. Peut-être maintenant, j'essaie de faire ce que je peux pour l'aider justement à se sentir un petit peu mieux, à se sentir en sécurité. Mais ça m'a permis d'apprendre tout ça. C'est des choses que j'ai pas voulu reproduire justement avec Jeep. J'en avais très conscience parce que je voulais pas qu'il prenne un petit peu de son anxiété. Donc j'ai fait ce qu'il faut en fait pour que ce soit pas le cas, qu'il se sente en sécurité avec moi. Donc tout de suite, j'ai changé un petit peu ma manière de faire avec Jeep. Et effectivement, c'est un chien qui est, en général, qui a un caractère, c'est un chien qui est assez sensible, qui est un petit peu plus sur la réserve, qui manque un petit peu de confiance en lui, mais qui va quand même aller faire les choses, et qui est pas stressé comme Noah peut l'être par moment. Et je ressens un petit peu de culpabilité, je vais pas vous mentir, c'est pour ça que dès que je suis à Lyon, je m'en occupe, je la promène, etc. Parce que justement, j'ai envie qu'elle se sente bien et de faire ce que je peux pour l'aider. Ma famille s'en occupe très bien aussi, donc voilà, il n'y a pas que moi entre guillemets. Mais ça a été vraiment à ce moment-là que je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à faire. J'étais pas du tout prête psychologiquement à me lancer en tant qu'éducatrice canin ou en tant que comportementaliste, mais c'est quelque chose qui commençait
à prendre un petit peu plus de place dans ma tête et dans ce que je faisais au quotidien. J'ai travaillé ensuite avec ma cousine en Australie et c'est à partir de là en fait que ça a déclenché mon envie justement de travailler avec les chiens. Ça m'a confortée dans cette idée-là. Mais tout ce travail en amont qui a été très difficile pour moi à expliquer au départ, toute l'importance du côté relationnel avec le chien, encore une fois, c'est quelque chose que je ressentais. C'était un chemin qu'on faisait à deux et que j'avais beaucoup de mal à expliquer. Maintenant, j'arrive plus à en parler, à mettre des mots dessus. Mais voilà, vous savez du coup un petit peu plus comment et pourquoi les chiens ont pris cette place en fait dans ma vie aujourd'hui grâce à cette histoire. On va dire grâce puisque c'est quelque chose de positif. Et ensuite, les dernières questions, c'est en lien avec tout ce qui est aide professionnelle. Je résume un petit peu tout, puis je vous raconte mon histoire, mais je les lis comme ça, si vous avez posé la question, vous pouvez aussi vous reconnaître. Donc la première, c'est comment as-tu eu le déclic de faire appel à un professionnel ou un psy? Es-tu suivi depuis pour notamment tes blocages ou tes moments où ça ne va pas? Et ensuite, est-ce que consulter un professionnel t'a aidé à aller de l'avant? Alors oui, j'ai été suivie assez rapidement en fait, à partir du moment où cette dame m'a dit peut-être que tu devrais aller voir quelqu'un. Je suis retournée voir quelqu'un. Comme je disais, je sais pas trop ce qui s'est passé pendant ces premiers mois, mais je sais que je suis retournée voir quelqu'un qui justement était aussi spécialisé dans les relations toxiques. J'ai fait un long chemin avec cette personne qui m'a aidée jusqu'au moment où je sentais que j'arrivais un petit peu à une fin de chemin. Je dirais que ça a duré 1 an et demi, quelque chose comme ça. J'arrivais à un point où j'avais l'impression de plus trop avancer avec elle. Je vois vraiment ma guérison comme des vagues en fait, un petit peu la mer, des obstacles, comme s'il y avait une problématique qui arrivait dans ma vie, ça prenait beaucoup de place, il fallait que j'apprenne à la gérer, à la comprendre, etc. Avec le temps, justement, j'apprenais à la gérer, ça allait mieux et hop, j'étais envahie par autre chose et en fait c'est quelque chose qui c'était un peu un puits sans fond quoi. Comme on est, je dirais un petit peu anesthésié à une certaine douleur dans ces situations-là, on a un peu du poison à l'intérieur, je dis aussi. Au fur et à mesure du temps, qu'on travaille sur soi, qu'on avance, ce poison il s'en va, ou cette anesthésie elle s'en va. Et donc du coup, quand on arrive à régler un truc, ça permet justement à un certain niveau d'anesthésie de s'en aller. Et en fait, on prend conscience d'autres choses et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça ne finit jamais. Et donc oui, ça m'a aidé d'aller voir quelqu'un à ce moment-là, mais je dirais 2 ans et demi après être partie, c'est là où j'ai pris conscience de la violence physique. Et là, ça a été très difficile puisque, chose que je n'ai pas précisée, j'ai rencontré quelqu'un ensuite 1 an et demi après être partie de cette relation et à partir du moment où je me suis remise en couple, j'ai été envahie d'eczéma. J'ai toujours eu beaucoup d'eczéma dans ma vie en général, mais jamais à ce niveau-là. Et même entre le moment où je suis partie et le moment où j'ai rencontré ce deuxième garçon, il suffisait que j'aille boire un café avec un mec et je me retrouvais avec des plaques d'eczéma sur les bras et tout ça. Sauf que là, comme je restais avec cette personne, puisque je me mettais en couple, j'ai été envahie d'eczéma tout le haut du corps et ça a duré 2 ans. Et ça a été d'une violence et d'une souffrance atroce à tous les niveaux puisque j'avais des coupures sous les bras. Ça a été très très compliqué et ça peut être aussi un sujet de podcast, je pense, qui peut peut-être être intéressant à aborder, qui était lié aussi beaucoup avec le psychologique. Et en fait, comme je disais, j'ai vécu comme j'ai pu, je voulais absolument éviter la cortisone puisque j'avais déjà eu affaire à l'eczéma et pour moi la cortisone n'était pas une solution mais plus un espèce de cache-misère et je voulais aller au bout, essayer de comprendre et faire partir l'eczéma justement de façon saine et pas parce qu'une crème m'enlevait les boutons quoi en gros. Mais la fin de la relation avec ce deuxième homme, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis partie, c'est que dans mon avancée en fait, dans ma guérison, j'ai pris conscience de certaines choses et avec lui, même si c'est quelqu'un que j'ai aimé, j'ai aussi conscientisé le fait que la manière dont je fonctionnais avec lui, c'était comme avec l'autre, puisque pour moi c'était un schéma que j'avais appris, c'était le seul que je connaissais. Lui n'était absolument pas malsain du tout et ça n'a rien à voir avec lui. J'appliquais le même schéma, ce qui était du coup très malsain pour moi et très mauvais puisque j'étais enfermée toujours dans cette espèce de croyances qui ont fait que ça a été difficile à vivre à la fin puisque j'en ai pris conscience et comme je disais notamment de la partie physique. Là j'ai arrêté cette relation et j'ai voulu justement travailler dessus. Ma mère connaissait quelqu'un qui travaille pas mal le corps et l'esprit, un peu type énergéticienne, mais qui a pas mal de cordes à son arc, qui connaît pas mal de médecine alternative et qui justement a pu m'aider en travaillant plusieurs aspects
par différents moyens, plusieurs méthodes, etc. Le MDR ou alors... Je connais pas tout et j'avoue je me laissais un petit peu porter par tout ça puisque j'avais juste envie d'aller mieux. En une séance, elle m'a séché l'eczéma et j'en ai plus jamais eu au même niveau depuis. Donc c'est aussi pour dire le bienfait que ça m'a fait. Et après il y a eu tout un travail avec elle sur justement le corps et l'esprit. Et pour moi ça a été vraiment le déclic. Puisque je suis retournée voir au moment où j'ai pris conscience des violences sexuelles une psychologue entre guillemets classique, mais il me manquait quelque chose et j'avançais beaucoup plus vite avec l'autre dame qui justement me permettait de traiter les deux aspects en même temps, puisque pour moi je crois foncièrement que le corps et l'esprit sont liés. Et du coup il y avait une espèce de frustration et j'ai préféré me concentrer vraiment sur le côté corps et esprit. Et ça m'a permis de gagner tellement de temps, c'était incroyable, puisque après cette relation j'ai eu pas mal de petits problèmes physiques, toujours liés à la féminité, problèmes de santé, et du coup on gérait en fait chacun de ces problèmes les uns après les autres pour m'aider à aller mieux. Mais par exemple, alors que j'avais arrêté tout moyen de contraception, je ne ressentais plus rien au moment où j'avais mes règles, j'ai recommencé à avoir des douleurs dans la poitrine, à avoir mal au ventre, etc. Et pour moi c'était aussi une machine qui en fait était un peu comme figée, anesthésiée aussi, et qui reprenait vie, comme si mon organisme se remettait en marche. C'est des choses pareilles dont j'avais pas forcément conscience, mais qui m'ont vraiment permis d'apprécier aussi tout ce travail et de me dire bah oui, ça fonctionne, ça marche et tout ça. Depuis, je suis jamais retournée voir de psy classique. Je travaille beaucoup en interne avec moi-même. Je parle beaucoup maintenant sur ces choses-là. J'en parle beaucoup avec mon entourage et je ne vois plus cette personne qui travaille corps et esprit autant que j'ai pu le faire à un moment. La seule chose que je fais, c'est vraiment le côté physique, enfin c'est lié, mais c'est une masseuse qui a pareil des pratiques et des méthodes asiatiques. C'est pas du tout des massages bien-être, c'est des massages qui permettent justement d'aller nettoyer un petit peu la mémoire corporelle. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Vous savez, la situation où en fait vous revivez par exemple un stress d'avant et vous ressentez les mêmes sensations. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup et cette personne va venir enlever tous les nœuds, comme si on avait des couches en fait avec toute notre histoire. Et pendant très longtemps on ne pouvait pas me toucher le dos, il était tellement sensible et c'était ma carapace en fait. Et elle m'aide justement à enlever tous ces nœuds. Alors je souffre pendant 1 heure, elle vous trouve des douleurs que vous n'auriez jamais imaginées. Mon corps en fait est très tendu, c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours maintenant. Mais j'ai plus fait de thérapie depuis quelques temps au sens psychologique, vraiment uniquement. Et là, justement, comme je disais sur Instagram ces derniers jours, je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui est peut-être spécialisé dans ce type de relation, notamment lié à la sexualité, puisque mon souci aujourd'hui, entre guillemets, c'est d'arriver à nouveau... Enfin, c'est pas aujourd'hui, ça date, mais je pensais que, voilà, j'arriverais un petit peu à gérer, puis en fait, je suis un peu bloquée sur ce point-là notamment parce qu'il y a d'autres choses, mais comment réapprécier et vivre sereinement une sexualité épanouie en étant libérée en fait de toutes ces croyances et toute cette honte et toute cette colère et toute cette haine et toute cette... Bref, c'est mon blocage principal et j'aimerais justement trouver quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Je ne suis absolument pas fermée au fait d'aller reconsulter quelqu'un, même si c'est pas facile puisqu'on se dit mais en fait on a l'impression de régresser. Je pense que avec le recul je me dis non, je régresse pas, c'est juste que j'avance et je découvre des petits points justement qui peuvent bloquer et je me dis là j'ai besoin d'aide. Mais voilà, j'arrive à être assez en paix avec cette idée-là. Donc je pense que c'est important d'être accompagné, d'être suivi. Maintenant, la psychologie uniquement n'est pas la seule solution, ça peut être une solution pour certaines personnes. Moi ça a été vraiment ce travail corps et esprit qui a été hyper important et qui m'a vraiment aidé à avancer plus vite, je pense, que je ne l'aurais pu faire si je l'avais pas rencontré. Et donc voilà, ça m'a permis de me débloquer, de réapprendre à m'aimer, de réapprendre à être en paix. C'est un travail de tous les jours, de m'aborder différemment, c'est-à-dire en me considérant, en appréciant ma propre valeur, en me disant oui, j'existe aussi. J'ai pris des vérités dans la tête qui n'étaient pas forcément très agréables à entendre quand on me dit en fait tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas, et c'était vrai. Et voilà, c'est un travail justement qui est pas simple, mais qui je pense est hyper important pour avancer. Et c'est vraiment mon objectif, c'est pour ça que je fais tout ça aussi, que j'ai décidé de prendre ce chemin de la guérison, et qu'il est long, et qu'il est aussi très solitaire entre guillemets. J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être libérée, d'être apaisée,
Et ça, malheureusement, c'est un prix. Mais je pense que c'est d'autant plus gratifiant puisqu'on apprend sur soi, on apprend à mieux s'écouter, à mieux s'aimer, à mieux interagir avec les autres, à mieux communiquer aussi. Mais tout ça fait que je pense qu'on vit mieux d'une manière générale, donc ça en vaut vraiment le coup. Quand je parlais du fait de partir en disant que c'était pas forcément le plus dur, pour moi, le plus difficile de toute cette histoire, ça a été l'après, aussi bizarre que ça peut paraître, puisque comme je disais, le pendant, j'étais un petit peu anesthésiée, et en fait l'après, c'est là où on se rend compte de plein de choses, et on se prend tellement de choses dans la face, et on essaye de comprendre notre fonctionnement. Comme je disais, ça commençait à aller mieux, et paf, je me suis pris les angoisses physiques, des crises d'angoisse, chose que je n'avais jamais eue, mais c'est parce que le pu sortait, et que cette anxiété qui était en moi en permanence, en fait, sortait. Donc j'essaie de l'accueillir avec le plus de sérénité possible, même si c'est pas simple du tout. Mais je sais que c'est une étape de plus pour m'aider justement à avancer. N'empêche que, sur le moment, c'est extrêmement difficile et c'est très très douloureux, surtout qu'on est un petit peu seul dans ce combat-là. C'était aussi très douloureux pendant la relation, je le précise, mais c'est une douleur qui est différente et qui pour moi m'a fait plus souffrir et continue, même si c'est beaucoup moins qu'avant, à me faire souffrir après que pendant. Et c'est un peu un message aussi que je veux faire passer, c'est on entend beaucoup parler de partir d'une relation toxique, malsaine, parce qu'une nouvelle vie va s'offrir à vous. Oui, mais si ça prend du temps, si c'est difficile, si vous vous sentez seul, si vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, entre guillemets, c'est normal. Et si vous vous sentez concerné d'une manière ou d'une autre, je tiens à vous dire que ce n'est pas vous qui êtes fou ou qui êtes folle, c'est normal, ça fait partie du chemin, c'est justement hyper courageux, je pense, et c'est une preuve de force interne de se dire je vais combattre entre guillemets mes démons et les choses qui me font mal parce que j'ai envie d'aller bien. C'est une force qui est incroyable. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, de l'après et de la difficulté que ça peut représenter. Et s'il y a une chose vraiment sur laquelle j'aimerais insister, c'est que quand on part d'une relation comme ça, l'après peut être extrêmement difficile. Si vous êtes concerné par la situation, vous allez y arriver. Et ça en vaut la peine, ne lâchez rien. Et si vous avez un proche qui est concerné par cette situation, soyez présent aussi. Peut-être que vous ne comprendrez pas tout, peut-être que ça vous dépasse un petit peu. Pourquoi la personne en parle encore X temps après de cette relation, de à quel point ça peut l'impacter, etc. Moi, le nombre de fois on m'a dit « Oh, mais avance, laisse ça derrière toi ». Mais non, on peut pas. Moi, j'avais l'impression d'être hantée tout le temps. Et c'est toujours un petit peu le cas parfois. J'ai l'impression d'être habitée comme si j'avais un diable au fond de moi qui m'empêchait, où j'avais des boulets aux pieds, comme si j'étais prisonnière en fait de ma propre personne. Donc non, la solution n'est pas de tout oublier et passer à autre chose. Au contraire, c'est ce que j'appelle du cache-misère, un peu comme la cortisone. Parce que, ouais, on va peut-être se sentir bien sur le moment, mais sur le long terme, ça va pas nous aider à régler ces problèmes-là, ça va pas nous aider à mieux les comprendre, et du coup, mieux se méfier aussi, et par la suite, mieux aimer et à réapprendre à faire confiance à quelqu'un, à commencer par soi-même. Et je le redis parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise, que j'ai fini par comprendre, toute seule parce que je ne connaissais personne qui était dans cette situation ou qui avait été, et tant mieux dans un sens. Mais voilà, si ça prend du temps, si c'est difficile, c'est normal. Ce n'est pas toi qui, encore une fois, est faux ou est folle. C'est difficile, mais ça en vaut le coup. Et si tu n'arrives pas à avancer comme tu aimerais, et si tu as l'impression de traîner ça, c'est normal. J'ai vraiment vécu ça comme une espèce de renaissance où j'ai dû réapprendre à vivre, à marcher, à parler, à m'exprimer, à dire ce que je pensais, à m'affirmer, à apprendre à penser par moi-même, à faire mes propres choix, etc., mes propres décisions, prendre confiance en moi. J'ai dû repartir de zéro. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais ça en vaut le coup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ne lâchez rien ou ne lâchez pas vos proches qui peuvent être dans cette situation. N'hésitez pas à demander des nouvelles et à être présent pour eux. Même si je sais qu'en tant que proche, on peut se sentir un petit peu démuni. Peut-être que vous pouvez juste demander qu'est-ce qui te ferait plaisir ou avoir une petite attention. Juste des choses comme ça qui peuvent montrer que vous êtes là pour cette personne-là parce que c'est super important et c'est ces petites attentions qui nous aident à nous accrocher et à garder espoir aussi. Vous en savez du coup un petit peu plus dans les grandes lignes, encore une fois, je pense aborder de façon un petit peu plus détaillée certains sujets
que j'ai pu comprendre tout au long justement de ce parcours, de cette guérison. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser comme d'habitude. Merci aussi pour les questions que vous m'avez posées déjà sur Instagram. Ça me fait du bien d'en parler. Encore une fois, j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Et je l'ai réalisé pendant l'épisode, je vous le dis, parce qu'il y a certains détails que j'osais pas trop dire en me disant j'ai l'impression de dévoiler l'intimité de quelqu'un d'autre, mais en fait c'est vraiment la mienne. Oui, ça concerne une autre personne et parfois la frontière est un peu fine, on va dire, c'est ça l'expression, je sais plus. Mais c'est aussi mon histoire. Et en fait, je suis libre de pouvoir partager cette histoire, de pouvoir partager les éléments dont j'ai envie de parler, qui peut-être pourront aider aussi. Et donc je dois pas me sentir, encore une fois, je suis en auto-persuasion, mais je ne veux pas me sentir coupable, même si j'ai un peu peur, de raconter mon histoire aussi. Et je pense que c'est important. Merci en tout cas d'avoir été présent. Cet épisode va être un petit peu plus long que d'habitude puisque ça fait 1h07 que j'enregistre. On va rester dans des ondes positives. Je vais conclure ce podcast ici. Il n'y aura pas forcément de troisième partie comme on peut retrouver d'habitude. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain.